La mairie de Paris va rejoindre, ça est un travail de 7 années, dont je ne suis pas mécontent, le réseau des cités interculturelles du Conseil de l'Europe. C'est un réseau de plus de 80 villes à l'heure actuelle qui font de la diversité un indice de croissance économique. Ça, c'est une chose. Paris va y adhérer à la fin de cette année. Le programme d'apprentissage des langues aux migrants est un programme qui permettra aux collectivités locales de faire apprendre la langue du pays de destination aux migrants. 100 millions viennent d'être levés avec Adoma, qui est l'ancien foyer Sonacotra, pour la réhabilitation de logements sociaux, pour l'accueil des migrants, mais aussi pour l'accueil et la rénovation de logements pour des populations vulnérables locales. Les immigrés apportent plus, contribuent plus qu'ils ne coûtent en fait aux finances publiques. Ça a été calculé pour 2005, eh bien c'était 12 milliards, l'apport était positif pour 12 milliards d'euros, soit 0,6% du PIB. Par contre, effectivement, si ce n'est pas un problème économique, ça peut être un problème effectivement d'organisation, hein, je veux dire, parce que la France n'est pas habituée. C'est le pays qui est, après le Japon, qui accueille le moins de migrants depuis 2 décennies, qui est assez fermé, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a que 200 000 immigrés qui arrivent, qui rentrent en France. Fernandez, Huertas, Moraga et Hillel Rapoport ont proposé à la Commission européenne en juin 2015, et puis ils doivent faire un rapport aussi pour le gouvernement suédois en décembre 2015, un système qui est un modèle qui associe les quotas échangeables avec un mécanisme d'appariement. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, de mettre en place des droits d'admission, qui est fonction effectivement des quotas de la population, du PIB et du taux de chômage, et des droits d'admission qui pourraient être échangeables. Et ensuite, un système d'appariement qui tient compte alors des préférences des pays, mais surtout des préférences des migrants. Depuis 2000, l'Union européenne a fondé sa politique migratoire et sa politique d'asile sur 3 piliers. L'accueil des réfugiés dans le respect du droit international, l'intégration des immigrés en situation irrégulière présents sur le territoire et la surveillance des frontières contre l'immigration irrégulière. En réalité, c'est ce 3e volet qui a concentré l'essentiel des efforts à la fois politique et financier. Un consortium de journalistes qui s'appelle Migrants File a calculé que l'Union européenne avait investi 13 milliards d'euros depuis le début des années 2000 dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Il faut noter que depuis cette époque, depuis 2000, on estime à entre 20 et 25 000 personnes mortes en migration en essayant d'atteindre les frontières de l'Europe, et une pression migratoire, comme on dit, c'est-à-dire un nombre de personnes qui essayent de rentrer sur le territoire qui est en constante augmentation. C'est-à-dire que l'Union européenne s'emploie surtout à faciliter l'accueil des migrants et des réfugiés loin de son territoire, dont par exemple l'Érythrée, le Soudan, l'Éthiopie, c'est-à-dire des pays qui sont, comment on pourrait dire, émetteurs de réfugiés, c'est-à-dire des pays dont les réfugiés partent, et ce sont vers ces pays que se propose d'apporter une aide au développement, l'Union européenne, une aide de développement qui va être surtout reposée sur la sous-traitance de la lutte contre l'immigration irrégulière dans cet objectif prioritaire de l'Union qu'elle mène depuis 2000, c'est d'avoir le moins possible de réfugiés sur son sol. Merci. Que faisons-nous? Quel est notre objectif? Évidemment, vous l'avez compris, c'est de sauver les personnes en mer. C'est donc, dans les plus rapides délais, pouvoir mettre à l'eau un bateau pour effectuer ce type de sauvetage. La route la plus dangereuse aujourd'hui est celle qui conduit les naufragés de la Libye vers l'Italie. Donc notre objectif est de mettre en place ce bateau au large des côtes libyennes, donc bien plus en haute mer que là où sont situés aujourd'hui les bateaux de l'opération Sophia ou de Frontex. Vous l'aurez compris, c'est une société civile de sauvetage en mer, c'est donc une opération qui se veut pérenne et durable. On a l'habitude en cours de dire, voilà, il y a des politiques européennes d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures, officiellement depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999. À ce moment-là, on a déjà l'essentiel des outils qui, encore aujourd'hui, expliquent pourquoi
il y a des arrivées dites irrégulières et il y a un problème pour que les demandeurs d'asile arrivent en Europe. Réorienter la politique européenne, ça serait vouloir remettre en cause ce qui était à la base, c'est-à-dire imposer à des demandeurs d'asile d'obtenir un visa dans un pays où ils ne peuvent pas en obtenir un, puisque, par exemple, s'ils sont d'une minorité ethnique, ils ne vont pas aller dans la capitale en disant « donnez-moi un passeport » et on ne les laissera pas forcément monter dans l'avion. Et ce qu'on fait pour le moment, c'est plus de Frontex, plus de militaires, plus d'implication des marines nationales. On a eu un sommet donc, à La Valette la semaine dernière où on a entendu la même chose qu'il y a qu'en 1999 au sommet de Tampere, quand on parlait d'approche globale des migrations. On pense que les pays du Sud, on va leur donner des sous, on va éventuellement leur donner des visas. Et puis en échange, eux, ils vont faire les gardes-chourmes, on va dire, de l'Europe. Ça n'a pas marché. Et surtout, on a l'impression que les pays européens pensent que ces pays-là ne sont pas des États avec leurs propres intérêts et que par ailleurs, effectivement, donner des sous à un pays comme l'Érythrée qui est dirigé par un dictateur et dont les gens essayent de fuir, c'est en contradiction complète, non seulement avec les valeurs du Conseil de l'Europe, mais avec les valeurs mêmes de l'Union européenne, dont on nous parle à longueur de journée et à longueur de commémoration, malheureusement, en ces temps sombres. On peut commencer par rappeler que l'immigration, c'est un peu évident de le rappeler, mais c'est une réalité transnationale par définition. Et en général, lorsqu'il y a des enjeux transnationaux, on a un minimum de coopération qui se fait. Donc vous avez une pléthore d'agences de l'ONU sur tous les sujets internationaux possibles et imaginables, mais vous n'avez rien sur les migrations. Historiquement, le contrôle de la mobilité, c'était beaucoup le contrôle de l'émigration. On empêchait les gens de sortir, il fallait un visa de sortie, etc. Aujourd'hui, tout le poids de la régulation des flux, c'est pour les pays qui reçoivent des migrants. La première, c'est de faire sérieusement ce que l'ONU est censée faire. L'ONU est censée protéger les réfugiés, elle est censée prévenir les conflits, elle est censée favoriser le développement. Deuxième approche consiste à désenclaver les migrations. On parle beaucoup des migrations comme d'un problème, mais souvent on l'isole. On dit parfois que si, par exemple, on contrôlait mieux le marché du travail, l'accès à l'emploi non déclaré, il serait beaucoup plus facile de contrôler l'immigration. Donc, plutôt que de financer Frontex, il faudrait financer l'inspection du travail et empêcher les employeurs de recruter des gens sans papier. Ça permettrait, disons, de tarir la demande pour l'immigration irrégulière, ce qui serait probablement plus efficace. Est-ce que peut-être l'un d'entre vous pourrait réagir aux chiffres de Frontex? Sur ces chiffres, donc Frontex annonce il y a quelques semaines que plus de 700 000 personnes ont déjà franchi les frontières de l'Union européenne depuis le début de l'année 2015. Et puis, interrogé par un certain nombre de personnes, elle explique un peu après, sans pour autant que son communiqué sur les 700 000 soit modifié, que les 700 000 correspondent au nombre de franchissements de frontières et pas au nombre de personnes ayant franchi la frontière. À quoi sert de payer une agence de plus en plus chère, quand même 19 millions d'euros en 2006, 143 millions aujourd'hui, pour qu'elle nous annonce toujours qu'il y a toujours plus de franchissements illégaux de frontières. Donc ça veut dire qu'elle ne sert vraiment à rien. Frontex oublie qu'elle est une agence européenne du premier pilier, c'est-à-dire qu'elle doit rendre des comptes aux citoyens européens. Il y a des directives sur l'accès aux données qu'elle ne respecte absolument pas. Par ailleurs, ceci dit, on pourrait aussi critiquer les chiffres de l'IOM ou les chiffres donnés par les ministères nationaux. Juste un exemple, on a parlé de 200 000, tu as parlé de 200 000, Joël. Dans les 200 000 qui arrivent en France, il y a 65 000 étudiants. Il y a des pays qui n'incluent pas les étudiants dans leurs chiffres. Donc, d'un pays à l'autre de l'Europe, on va comparer deux chiffres où il y en a un où il y aura les étudiants et pas d'autres. 65 000 sur 200 000, c'est beaucoup. Je crois qu'avec notre journée d'aujourd'hui, par exemple, nous contribuons aussi à mettre en avant tous les problèmes. Il faut capitaliser sur les forces de ces personnes-là. On ne voit que la situation sous l'angle d'un problème et on s'échine à réfléchir à ces problématiques et comment on va les régler. En fait,
Je pense qu'il faut complètement inverser les paradigmes et ça, pour moi, c'est la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui en tant qu'acteurs associatifs, en tant que chercheurs, en tant que société civile qui se mobilise, de totalement inverser la manière de penser les situations.